Bonjour Stéphane, Bonjour Kevin. bienvenue sur ce nouvel épisode de Design and Critical Thinking. Je suis vraiment ravi de t'avoir sur ce podcast, ça va être super intéressant. Je vais te laisser d'abord t'introduire, expliquer un peu ce que tu fais, pourquoi tu es là. Et moi, je vais déjà dire un peu, en gros, en quoi je pense que c'est super intéressant ce que tu vas pouvoir amener aujourd'hui. Donc, tu vas pouvoir amener ce point de vue business, plus business, dont on a beaucoup parlé dans les podcasts jusqu'à maintenant, mais souvent de notre point de vue de designer ou de facilitateur. Et donc là, ça va être un peu, tu vas nous amener un peu cette lumière vue de l'intérieur, un peu comment ça se passe. Et puis on va pouvoir parler aussi de transformation dans les entreprises, de changement. Donc ça va être super intéressant. Donc je te laisse t'introduire et puis on va pouvoir enchaîner. Merci bien Kevin. Alors écoute, ouais, c'est vraiment cool. Pour une fois, il y a un vétéran qui va pouvoir dire quelque chose. Donc moi, je m'appelle Stéphane Bonnier. Je viens plutôt d'un côté pragmatique, les mathématiques. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé pendant des années dans des grands groupes. Et puis en 2014, je me suis fait licencier d'un grand groupe. Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je vais faire? La crise de la quarantaine, il va falloir trouver des solutions. Et ça faisait déjà un moment que j'avais entendu parler de ces trucs bizarres, là, les méthodes agiles qui arrivaient dans certaines sociétés, notamment en Angleterre. On avait aussi une succursale. Et là, je me suis dit, ok, il va falloir peut-être que je réfléchisse et passer de ce côté pragmatique, peut-être des fois un peu dictatorial, à essayer de faire quelque chose un petit peu différent. Et là, je me suis penché encore plus sur les méthodes agiles et j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à mélanger donc ce côté, ces trois piliers, on va dire ça comme ça, le pragmatisme de ma formation de base avec le business et ce qu'on va appeler les méthodes agiles. Alors peut-être qu'après, tu pourras me laisser la possibilité de donner ma vision des méthodes agiles. Et puis voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée, un petit peu mon cursus. Et comme tu disais avant, ça c'est un petit peu différent des autres podcasts. Aujourd'hui, on va pas parler de business Canva ou de choses comme ça. Alors s'il y a des adeptes de ça, alors j'en ai plein en stock si jamais. Je pense, j'en ai plein. Que j'ai aussi retravaillé, j'ai enlevé 2-3 trucs que personne comprenait, ni moi non plus. Mais aujourd'hui, ce sera plutôt, on va dire, dans le concret, quoi. Ouais. Merci pour cette introduction. Je te propose de commencer par ta définition justement de l'agilité parce que je pense qu'on a tous un peu une un peu différente à chaque fois. Et ouais, ça va être intéressant. Je te laisse expliquer un peu qu'est-ce que tu considères être l'agilité et en quoi peut-être ça apporte quelque chose de plus par rapport à ce que tu as pu voir du management un peu traditionnel ou justement cet aspect pragmatique dont tu parlais. Ouais. Alors, je vais commencer par complètement autre chose, qui n'a rien à voir avec les méthodes agiles. Je vais commencer par la mécanique quantique. Pour moi, ce qui se passe, c'est que la mécanique quantique est une chose extrêmement importante pour nous faire comprendre comment fonctionne le monde et où est-ce qu'on va aller, d'où est-ce qu'on vient. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours eu, d'un côté, tout le monde connaît notre ami Einstein, le Bernois, mon ami Bernois donc, et de l'autre, Bohr. On a deux écoles qui sont toujours en train d'essayer d'avoir raison l'une sur l'autre. Il y en a un qui dit à l'autre, écoute, Dieu n'a pas jeté les dés, arrête avec tes histoires, tout est calculable. Et pour moi, c'est ça la méthode agile, c'est que les méthodes, toutes celles qu'on va utiliser, alors il y en a plein, mais elles sont toutes justes à mon avis. Et aussi bien Bohr qu'Einstein, ils ne peuvent pas encore aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir qui est-ce qui a raison. Même si on a réussi à augmenter la capacité à lire les photons, on n'arrive quand même pas à savoir qui est-ce qui a raison, encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le passé, qui est-ce qui avait gagné d'un point de vue au niveau des réseaux sociaux? C'était Bohr, c'était pas Einstein. Donc dans la communauté scientifique, les gens ont préféré se rapprocher de l'école de Copenhague
plutôt que de Einstein. Pourquoi? Parce qu'Einstein, il n'avait pas compris les réseaux sociaux, il n'avait pas compris qu'il devait vendre un peu son truc. Et Bohr, lui, avait compris de faire sa petite équipe, les gars à la mode, les gars qui racontent des trucs qu'on a bien envie d'entendre, et ça a mieux marché. Mais techniquement, ni l'un ni l'autre aujourd'hui, on ne sait si le constant cosmique, cosmologique, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'à un moment, on a une limite qu'on n'arrive plus à calculer ou pas? Et les méthodes agiles, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les méthodes sont justes, toutes sont justes, sauf il y a le côté marketing. Comment est-ce que je les market dans ma boîte ou comment est-ce que je les market vis-à-vis de mon employeur? Comment est-ce que je les market vis-à-vis de toute la hiérarchie, aussi bien du CEO en haut que le marketing, que les ressources humaines, qu'il ne faut strictement jamais oublier les ressources humaines quand on fait du design. Jamais. C'est sûr. Donc voilà, pour moi la vision c'est ça, ce sont des méthodes redoutables qui sont géniales intrinsèquement, sauf que ce que je remarque, c'est que souvent d'un côté les designers, les facilitateurs ont une vision un peu utopique, on va dire que ces méthodes, et de l'autre, on a les businessmen qui eux disent EBIT, EBITDA, EBITDA. Moi, tu fais ce que tu veux entre les deux, mais moi, je veux que de l'EBITDA à la fin. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que je suis complètement persuadé que les méthodes agiles sont, quelles qu'elles soient, des méthodes incontournables, en tout cas en 2021. Mais dans le passé, c'est exactement la même chose. Parce que si on prend ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, pourquoi on a du mal avec les méthodes agiles, en tout cas en Suisse, hein, je parle en Suisse, je ne connais pas suffisamment le reste de l'Europe, où par contre, je sais que ça marche un petit peu mieux dans les pays anglo-saxons. Mais nous, en Suisse, pourquoi? À l'époque, quand Hippocrate, dans les années 500 avant Jésus-Christ, il a expliqué, bon les gars, on doit ranger les outils dans la salle d'opération, c'était déjà des méthodes agiles. Il avait mis les méthodes agiles en place, en se rendant compte que si on ne remet pas les outils pendant l'opération et après l'opération en place, ça ne va pas jouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Personne n'a remis en cause ce qu'a dit Hippocrate. Strictement personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait un résultat concret qui était visible. Les gens se rendaient bien compte que si on le silex qui nous a permis d'ouvrir le bras, on ne le repose pas au bon endroit, quand le prochain va arriver pour la prochaine opération, on ne va pas le retrouver, ça ne va pas jouer. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les méthodes agiles, c'est qu'on a du mal à expliquer à une personne des ressources humaines, à expliquer à un business financier, à expliquer à un CEO quel va être concrètement le résultat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui fait des beaux schémas, on lui fait des belles présis pour essayer. Mais lui, il se dit, mais il me noie le poisson, les gaillards. Et c'est ça qui est un petit peu dommage et c'est ça que j'essaye de faire ce trait d'union entre les deux en disant, mais toi, CEO, d'un certain âge, essaye d'écouter ce qu'ils te disent. Et de l'autre côté, je dis au designer, arrête de faire des jolies présentations que le gars, il sait pas ce que c'est que TikTok. Le gars, tu lui parles de la première fois qu'avec ma société, on est allé dans une boîte, on leur a dit, est-ce que vous voulez qu'on travaille avec Slack? Le gars, il m'a parlé, oui, on a déjà des snacks. Non, alors, oui, alors ok, donc on va partir de loin, le monsieur. Mais c'est ça, c'est la réalité. C'est-à-dire d'un côté, tu as un mec, lui, tu lui parles de snack, tu sais, bah lui, c'est son quotidien, quoi. Et l'autre, il te dit le snack. Et alors, avant de parler de Canva, de trucs, non, calibrons-nous tous, et ensuite, on va pouvoir développer la puissance des méthodes. C'est ça la force. Donc pour moi, je résume, c'est les meilleures méthodes. Et elles ont chacune une place. Donc, j'ai vu tes vidéos et il y a des guerres de chapelle, service design thinking, blablabla. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que je pense que elles sont toutes très bien et elles doivent juste être utilisées au bon moment avec les bonnes personnes dans le bon contexte. Point. Donc voilà. Donc, si je peux un peu poser la question comme ça, pour toi, est-ce qu'il y a une différence quand tu parles de méthode agile, il y a des gens qui font la différence entre l'agile, comme avec un A majuscule qui vient de l'Agile Software Development et puis l'Agile Manifesto et tout ça, qui est un domaine assez quand même restreint en soi d'application de méthodes. Et puis il y a l'agile avec un A minuscule et qu'on attribue souvent à ce qu'on cherche à faire. En fait, c'est de l'organisation agile ou l'agilité organisationnelle. Je pense que c'est un peu plus juste dit comme ça.
Pour toi, il y a une différence fondamentale entre les deux, ou pour toi, au final, on ramène au même principe, et puis c'est pareil, c'est juste que ça s'applique pas dans le même domaine. Non, alors, si on parle de ce manifeste agile, c'était des 17 gaillards qui s'étaient dit on va essayer d'un peu normer les choses. Et on est aux États-Unis. Donc, ça veut dire que ça, c'est extrêmement bien. Mais là, tu es sur des méthodes qui sont très, très précises pour faire des applications. Je pense qu'on peut prendre ça et l'utiliser aussi pour organiser des processus dans les sociétés. Ça, c'est aucun problème. Et c'est pour ça que je suis plus de cette école qui dit mélangeons les choses. Si je me rends compte que dans ce manifeste agile où il y a des choses qui sont extrêmement bien normées, bien claires, est-ce que ça peut m'aider dans ce projet-là, dans cette société qui a des problèmes de process mais qui n'ont rien à voir, oui, moi je dis qu'il faut mélanger les deux. Et je vais pas scinder ça. Je vais au contexte plutôt qu'à la méthode. Ok, c'est intéressant que tu dises ça. Je te rejoins là-dessus. Il y a un truc qui m'a aussi dans ce que tu as dit qui m'a titillé un peu, parce que j'aime bien l'idée de probabilité, et notamment pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer un peu, mais j'aime bien une approche qui s'appelle la pensée bayésienne, qui est justement en fait une approche probabiliste en fait de ce qu'on fait, où on juge que toutes les hypothèses, même les plus farfelues, donc toutes les hypothèses ont une probabilité d'être vraies. Et donc en fait l'idée c'est de pas se concentrer sur une hypothèse en particulier en partant du principe qu'elle sera plus vraie que les autres, mais de tester toutes nos hypothèses en leur attribuant en fait un pourcentage de probabilité, et puis de réajuster en fait la probabilité que ce soit vrai, en tout cas de notre point de vue, par rapport aux données qu'on a sur le terrain, donc au fur et à mesure qu'on avance. Et j'aime cette approche parce que ça permet d'être inclusif en fait, ça permet d'intégrer des gens que autrement on aurait exclu de la conversation. Exactement. Et je retrouve un peu ça dans ce que tu dis. Je suis pas mathématicien, moi je viens pas du tout de ce domaine-là, mais je trouve que c'est inclusif. Est-ce que tu dirais que tu te rapproches de ce genre de pensée dans la philosophie en tout cas? Complètement. Et alors, je rajouterai encore une couche de plus, c'est la méthode empirique. La méthode empirique, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas d'a priori sur le système qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on prend les choses et on essaye. Et c'est dans ce sens-là que la puissance des méthodes agiles est vraiment indiscutable pour moi, parce que là, on doit enlever tous les filtres qu'on a habituellement. Le seul problème, c'est que c'est difficile à expliquer. À chaque fois que je vais, on va dire, essayer de vendre les qualités de notre société, je dis, bon alors pour les workshops, on va avoir besoin de la femme de ménage. Et alors là, vous êtes t'es en face d'une responsable RH et d'un directeur marketing, ils te regardent et ils te disent, bon alors le vétéran là, il va pas bien du tout. Je leur explique, je leur dis, écoutez, dans un grand groupe, la seule personne qui a toutes les informations, c'est la femme de ménage. Et quand vous dites ça à quelqu'un, dans sa tête, il y a la hiérarchie. Non, attends, et moi j'ai une Tesla, je roule en Tesla, la femme de ménage, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre là? Rien du tout. Et je leur dis, écoutez, si vous savez lire ce qu'il y a dans les poubelles des gens, moi je peux lire en fonction de la poubelle des gens, comment est-ce qu'ils ont travaillé. Déjà, est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce qu'ils ont passé leur journée sur Tinder ou à faire autre chose? Mais je vois dans la poubelle. Et donc, si je prends la femme de ménage, elle va m'expliquer certains process en me disant, mais à l'étage 4, ils ont jamais leurs poubelles sont toujours vides. Mais à l'étage 3, leurs poubelles sont toujours pleines. Et si je commence à partir de ça, j'ai déjà des énormes informations, data, qui vont me permettre de pouvoir prendre une décision sur les process qui sont dans ma société. Et c'est dans ce sens-là que je dis c'est empirique. C'est que aussi bien la femme de ménage je l'ai vécu quand je travaillais dans un grand groupe suisse et c'était un groupe de la grande distribution et il y avait un gars qui travaillait à la rampe, là où tu as les camions qui arrivent et qui viennent chercher et je regardais ce jeune homme et je me disais mais il a une structure, le gamin qui est vraiment bien quoi. Il y a jamais des chariots qui se touchent, il y a jamais rien. Et à midi, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on parle tous les deux. Il parlait pas très très bien français, c'était à Fribourg, mais il parlait pas très bien français. Et puis, il me dit, mais tu fais quoi dans ta vie? Et il me dit, je joue aux échecs. Ok.
J'ai joué avec lui aux échecs. Ça a duré à peu près 30 minutes. Il m'a démonté. Démonté. J'aurais dit au directeur qu'en cravate, costard cravate de la société, écoutez, en bas, on a quelqu'un à la rampe qui est un génie mathématique. Le gars, il m'a démonté en 30 minutes aux échecs. Mais arrêtez, monsieur Bonnier, il pousse des chariots, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu cette idée de... Excuse-moi, tu peux répéter, j'ai pas compris. Je disais, c'est dans ce sens-là que la méthode empirique et le fait de ne pas se limiter à des systèmes est extrêmement important. Ouais. Oui, donc c'est cette idée en fait de casser un peu les a priori et les stéréotypes qui sont dans les organisations. En plus, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent en dehors, qui ne sont pas en Suisse et qui connaissent pas forcément comment ça marche en Suisse, c'est vrai que la Suisse, elle a une approche, on va dire pragmatique, mais ordonnée des choses. Donc, on se fie à ce qui a fait preuve de ce qui fonctionne très très bien, et on va dire que une approche très on va dire très traditionnelle de la gestion, où la Suisse est quand même très forte dans la gestion du risque, donc la management du risque. Donc on essaie de limiter les prises de risque, ce qui fait aussi, je pense que tu dois te combattre un peu aussi cette idée que de changer c'est forcément risqué. D'ailleurs, je pense que en tant que mathématicien, des fois, ça doit te frustrer d'entendre ça, parce que en termes de probabilité, t'as pas forcément plus de risques en bougeant qu'en restant sur place, qu'il t'arrive quelque chose, quoi. On en est un peu dans ce genre de raisonnement, mais on a une impression de maîtriser notre environnement. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a un peu cette vision qui est très prenante. Qui est vachement lié au passé du pays, et puis aussi au rôle par exemple, qu'a pu jouer l'armée dans la structuration de certains grands groupes, etc., etc. Donc, je vois ce sur quoi tu dois lutter. Je le vois très très bien. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça se rapproche aussi à des aspects on peut dire assez philosophiques en soi, mais de connaissance, en fait, de comment on apprend, on connaît les choses. Et il y a une limite, en fait, à notre connaissance. Comme tu l'as très bien démontré avec Einstein et Bohr, aujourd'hui, on ne sait pas. Et on avance quand même avec ce qu'on a. On avance quand même avec ce qu'on a, et puis on essaie de découvrir ce qu'on ne sait pas. Et puis plus on découvre ce qu'on ne sait pas, et plus on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et c'est un peu ça. Et les organisations, elles sont organisées autour de l'opérationnalité, en fait, de comment on peut appliquer le business model le plus efficacement possible. Donc on est souvent sur des modèles d'optimisation, sauf que des fois on atteint un point où c'est tellement optimisé que ça marche plus aussi bien, parce que c'est trop optimisé par rapport à certains points. Et justement, quand tu arrives dans ce genre d'organisation, un peu, voilà, qu'est-ce que tu fais pour convaincre les gens, justement, pas de laisser tout derrière et puis de dire il faut qu'on change tout, mais justement de partir d'où ils sont et de se dire faire un pas vers ce changement, en fait, ce besoin de changement. Alors, on a plusieurs cas de figure. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que quand tu arrives avec une cravate et que tu as mon âge, tu parles de design, les gens t'écoutent déjà plus. Ce qui est aberrant, ce qui est complètement aberrant, entre nous soit dit, mais c'est comme ça. Mon associé, qui est un brillant jeune homme, designer et émérite et ainsi de suite, si je l'envoie, déjà, c'est mal parti. Donc ça, c'est la première chose. Donc, tu gardes ta cravate de vieux et tu rentres dans un certain cadre. Puis après, tu vas pas commencer directement à parler des méthodes, à prendre des anglicismes et des machins et des trucs. Non, on reste calme. Tu leur expliques qu'on va pas tout péter, on va pas tout changer tout changer le commerce, tout va bien, ça va bien se passer. Et là, la clé de la réussite, c'est un petit peu comme aux échecs, c'est d'essayer de comprendre quelle est sa problématique, quel est son contexte et quelle méthode on va pouvoir utiliser très rapidement. Même si peut-être après tu t'es trompé, hein, c'est possible. mais au moins après tu arrives à lui dire, écoute, voilà, en fonction de ce que tu me racontes, c'est vraiment un problème d'utilisateur. Je pense que tu n'as pas compris tes utilisateurs. Et vu qu'il va falloir qu'on comprenne tes utilisateurs et remonter dans l'autre sens pour arriver à une solution sur les process ou bien sur quelque chose d'autre, on va partir de là. Est-ce que ça te convient de partir des utilisateurs? Oui. Le gars d'après,
ce sera pas tellement les utilisateurs, mais ça va plutôt être ses process internes, à lui dans sa boîte. Et donc, c'est d'essayer de trouver rapidement, de lui montrer le menu qu'il va manger à midi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça marche malheureusement très bien avec la cravate. Ça, c'est la première variante. La deuxième variante, tu arrives dans une boîte où il y a un mec qui te dit voilà, moi je connais bien les millennials, et puis j'aimerais un truc cool et tout machin. Alors là, il faut enlever la cravate. Parce que là, il faut être trendy. Et là, j'envoie mon associé qui raconte des histoires de Canva, de machin, de trucs. Et puis ça se passe très très bien. Donc c'est comme ça qu'on essaye de calibrer les choses. Mais on est vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec du rationnel, hein, et ni mécanique. C'est qu'on a des êtres humains en face de nous. Donc c'est ce qu'on prône en permanence, comprendre l'utilisateur. Donc il faut le faire. Et donc c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que je te dis, des fois, j'ai eu même des cas ici à Berne où je suis allé pitcher notre société et j'ai dit, écoutez, alors pour quand on aura le mandat, ce sera des jeunes. J'ai décrit tout machin. La nana, elle n'osait pas me le dire. Elle m'a dit, non, mais nous, on veut, là, le vieux, là, avec la cravate, c'est lui qu'on veut. Et j'ai dû y aller moi-même, je te promets. et voilà, tous les canevas, toute la prési, tout le truc, le staff, c'est les jeunes qu'on a organisé. Mais il fallait avoir le gars en face avec sa cravate. Et ça, alors, il y a certains moments, ça nous a frustrés. On était là, on s'est dit, non, mais attends, mais ils exagèrent et tout machin. Mais nom de bleu, c'est l'utilisateur qui nous donne cette réponse. Si maintenant ils veulent ça parce que c'est comme ça, et en Suisse, comme tu le disais avant, on est toujours dans ce management du risque et dans ce truc-là. En Suisse, il y a encore beaucoup trop d'argent dans beaucoup de systèmes, ce qui fait que les gens n'ont pas la pression. Oui. On avait ouvert une succursale en Albanie il y a quelques années. J'allais souvent à Tirana, et là, tu discutes avec un ingénieur qui développe des applications à Tirana et un ingénieur qui développe des applications à Zurich, à l'ETH. Eh ben, je peux te dire que c'est pas du tout le même genre de mec. Et j'ai posé la même question aux deux. J'ai fait les mêmes entretiens d'embauche. J'ai dit, comment tu fais pour hacker? Le gars de Zurich, alors à l'époque, c'était, alors tu vois, moi j'utilise Python, je mélange avec du Shark, je te fais des trucs de dingue, je te hack tout ce que tu veux. D'accord. À Tirana, c'est véridique, je suis allé, j'étais dans un bar avec lui, parce qu'à Tirana, on est souvent dans les bars, les entretiens. Et il me regarde, il me fait, je vais vous hacker tout de suite, monsieur. Oula. Il me prend mon porte-monnaie, mais de façon très, 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 très futile. Puis il me dit, vous savez, hein, le hacking, c'est ça. Hein, parce que c'est... et il avait complètement raison. Il avait complètement raison. Et ce gars-là, vu qu'il est sous une pression financière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va avoir plein d'autres idées que le petit jeune de l'ETH de Zurich, qui est dans un monde complètement différent, il va avoir beaucoup moins d'idées. Et donc c'est ça, si tu veux. C'est un peu ça le truc, c'est que nous, on essaye toujours de voir. De l'autre côté, on ne va pas effrayer le client, ou bien ça devient aussi des partenaires. Des fois, c'est des gens avec qui on entretient des partenariats et qui nous appellent uniquement quand il y a salade dans leur boîte, quoi. Donc c'est ça, on comprend l'utilisateur et on vient pas tout de suite avec la méthode, avec regardez mon book, regardez, j'ai fait des super trucs là, machin. Non, mais non. Donc pour toi, c'est un peu comment on approche mentalement la vision qu'on a sur ce qu'il faut faire en fait, qui prévaut sur les outils qu'on a à disposition en fait. Exactement. Ça, on va dire, c'est pas quelque chose qui me surprend parce que c'est clairement ce que moi aussi je vois hein, dans les organisations. Aussi le parcours de vie des gens fait que voilà, s'ils ont vu beaucoup de choses différentes, c'est vrai que ça influence aussi beaucoup ou le contexte dans lequel ils ont évolué, ça influence aussi beaucoup comment ils pensent. Je pense aussi que le contexte détermine énormément nos comportements. Il y a tout un domaine qui m'intéresse énormément, c'est le domaine de la complexité, ce genre de choses, où justement le contexte est essentiel en fait pour comprendre ce qui se passe, un système. Et ce qu'on peut dire de ça, c'est que les gens, leur comportement est influencé par ce contexte-là.
et si on veut changer les choses, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est changer le contexte. Et si on met les gens dans un autre contexte, on va les pousser à changer, en fait, nécessairement. Comme tu disais, c'est un peu comme la personne qui est dans un pays où il est face à des contraintes énormes financières, de risques voilà, c'est probablement pas le cas, mais voilà, il y a des pays où la vie est risquée, la vie est plus dangereuse qu'ici, et les gens vont devoir s'adapter à des situations beaucoup plus rapidement. Ça les pousse à changer de comportement, à penser autrement. Et je pense qu'on peut reprendre un peu cette information et l'amener dans les entreprises en se disant, ok, si demain vous vouliez changer les choses, il faudrait changer le contexte dans lequel vous évoluez. Et ça, je pense que c'est quelque chose de difficile à faire comprendre dans les organisations, parce que bon, tu parlais des RH, les RH sont très concentrés sur les individus, comment les individus y sont. On parle de mindset, je pense que c'est une mauvaise formulation aussi, parce qu'on se concentre énormément sur comment les gens y pensent, eux-mêmes, et du coup on veut changer comment ils pensent. Si on dit c'est le seul moyen d'arriver à un changement, c'est que les gens y changent, alors qu'en fait si on parle du contexte, qu'on essaie de changer le contexte, on va changer comment les gens y pensent en changeant le contexte. C'est ça. Et ça, c'est dur à faire passer ça comme pilule. C'est extrêmement difficile. Mais si je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à la complexité, ce que je vois, c'est que notre job en tant que strategic designer, business designer, service designer, tout ce que tu veux comme designer, notre job, à mon avis, c'est de simplifier la complexité. On a fait un workshop qui a duré plusieurs workshops dans une institution très bien connue en Suisse qui fait dans la santé, donc qui aide les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc elle vient à domicile. Et les workshops, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de gens qui venaient qui sont en face des malades, en face des personnes qui sont pas bien. Donc tu as des workshops avec un taux d'émotion qui est super haut et tout. Et pour finir, à la fin, j'ai dit avec mes collègues de travail, on a dit, bon, alors écoutez, ce qu'on va faire, il va falloir qu'on simplifie tout ça, parce que là, il y a trop de trucs, il y a trop de machins. Et à la fin, j'ai calculé, et je leur ai sorti un chiffre. Je leur ai dit, voilà, 190. Et là, d'un coup, ah ouais, alors là, il y avait la responsable des chiffres, donc la CFO qui était là, elle dit, non, alors c'est pas 190, c'est 194,50. Merci, madame. Non, c'est bien, vous justifiez votre job, mais on s'en fout, madame, que ce soit 190 ou 194,50, vous voyez, c'est pas. Si vous m'aviez dit 5000, je vous dis, ok, le range, il est trop grand. Mais d'un coup, ça a simplifié tout un espèce de problématique qui s'était créée eux-mêmes dans ce grand groupe, c'est un grand groupe au niveau suisse, et tu leur donnes un chiffre et tu simplifies les choses, t'expliques pourquoi. Alors là, il y avait une jolie présentation qui était faite, il faut quand même l'utiliser, la jolie présentation, mais qui arrivait à un chiffre qui leur simplifiait ça. Et après, aujourd'hui, quand je les appelle en disant, alors, comment ça va les gars? Et ils me disent, on est parti de ce chiffre qui était faux. Mais je dis, mais oui, je sais qu'il était faux. Mais bien sûr qu'il était faux. Mais tu le savais? Non, mais bien sûr, tu m'as pas donné les bonnes datas, je pouvais pas le calculer correctement. Par contre, c'est ce qui a cristallisé vos efforts. Et grâce à la méthode, alors dans cette boîte, on avait utilisé le design thinking, ils en étaient dans la phase avant le prototypage. Et bien, c'était gagné. On a simplifié. Et notre job, nous, en tant que designer, et ça, j'appelle à tous les jeunes qui sont là, et même les plus vieux, simplifier les choses pour les autres en face. Tous les canevas avec des noms compliqués, expliquez-les. Ouais. Là, ça marche parce que vous êtes trop fort, mais vraiment très fort. Et ça, c'est pas de la démagogie, je le pense vraiment. Mais par contre, si tu le présentes mal, nom de bleu, c'est là où ça tue aussi notre branche. C'est comme un cuisinier qui est super cuistot et qui te jette un truc dans l'assiette. Il te le jette, il te le pose, bam, bam, bam. Il te pose les ingrédients. Et on mange d'abord avec nos yeux avant de manger avec notre bouche. Et ben, c'est ça. C'est ça pour moi la solution dans notre branche du design. On doit vraiment, vraiment comprendre, nous en tant que designer, qu'en face, les gens, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Il suffit de leur simplifier la vie, de leur donner un chiffre. Après, ils vont se battre. Ouais, mais t'as dit 190, mais c'est 170 ou c'est 240. Oui, ok, d'accord, très bien. Ouais, mais toi, en tant que mathématicien, tu dois être précis. Mais non, c'est la méthode, mec. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois. Même si je sais pas si c'est vraiment de la simplification ou est-ce que c'est une transposition dans leur contexte, dans le sens où je pense que la simplification, elle a du bon peut-être pour expliquer des trucs, mais elle a le défaut de faire d'énormes raccourcis. Et j'ai pu constater aussi que y a des gens qui pensent avoir compris parce qu'on a simplifié les choses, D'accord. et qui vont faire tout mal après parce que justement ils ont pris de raccourcis, ils n'ont pas compris en fait comment on est arrivé à la simplification. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que c'est de la simplification, c'est une impression de simplicité dans le message, mais qui est liée au fait qu'on a transposé ce qu'on est en train de dire dans le contexte des gens à qui on parle en fait? Oui, oui. Okay. Mais ce que je voulais dire, et c'est comme pour tout, là je t'ai donné cet exemple, cette fois-ci simplifié, parce que c'était ça qui allait catalyser, je savais que ça allait catalyser leur futur, si tu veux. Mais ce que moi je remarque depuis quelques années, c'est qu'aujourd'hui j'achète un iPhone 12, d'accord? Le truc, c'est voilà, tu peux faire ce que tu veux avec ça, quoi. Bon. Je cherche encore la notice d'utilisation. J'ai acheté un appareil il n'y a pas longtemps pour faire du lait, de la mousse de lait. Il y avait un truc comme ça. C'est ça que je veux dire. Et là, j'ai résumé le truc. Ouais. Et le problème, c'est que chez Apple, le troisième mec qui a créé Apple, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Le mec, il vend des timbres maintenant. Il est dans la philatélie et dans la monnaie, à vendre des pièces de monnaie. Et Wozniak, bon, on le connaît un peu plus parce qu'il a été un peu médiatisé, mais tout le monde connaît le Steve. Enfin, paix à son âme. Oui. Mais c'est ça l'histoire. C'est vrai. C'est la capacité à raconter en fait une histoire dans un sens en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que Steve Jobs, maintenant je veux dire, tout le monde le connaît parce qu'il y a eu tellement d'histoires autour de lui qui ont été racontées. Et... Ouais. Mais notre ami Elon et compagnie, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors après, est-ce que tu ne crois pas que justement, on dévie un petit peu du sujet, mais je trouve que c'est intéressant d'aller sur ce terrain-là, c'est ce besoin qu'on a de personnifier aussi certaines choses, de positionner certains personnages comme point central d'une histoire, alors que en fait, ce qui importe plus, c'est au final, c'était tout ce qui allait autour en fait, parce que Steve Jobs, il aurait rien fait tout seul, aussi génial qu'il soit. Elon Musk, c'est pareil. S'il n'y avait pas eu le bon contexte, il n'avait pas rencontré les bonnes personnes, s'il n'y avait pas eu plein de choses, rien ne se serait fait. On cristallise Elon Musk, on cristallise Steve Jobs. On a besoin, j'ai l'impression qu'on a besoin, c'est comme dans le design où les méthodes, voilà, tu parlais du business model Canva. Derrière, on connaît tous la personne qui est derrière. Et c'est rassurant, en fait, dans un sens de savoir qu'il y a un type qui vient parler de ça, qu'il est connu pour ça. C'est un outil aussi de marketing. Tu penses que ça a nécessairement du bon ou des fois ça a aussi un mauvais côté? Alors écoute, on va terminer avec un entretien philosophique, les deux, je pense, aujourd'hui, parce que je vais te répondre comme ça. C'est que je pense que l'être humain, il a besoin d'avoir ses références. Il y a eu toutes ces références dans toute l'histoire. Et que ce soit les travaux d'Hercule, que ce soit Atatürk, que ce soit tous ces gens-là, Vandenberg ou des gens comme ça, il y a eu tous ces gens-là et on a besoin de ça. Donc en fonction du type de société dans laquelle on est, il y a des sociétés, il y a le boss énigmatique que tout le monde suit. Dans d'autres sociétés, tu vas voir, il n'y a pas de boss, c'est un peu bizarre, tout le monde fait un peu son taf et tout machin. Et ça, c'est notre rôle, nous, en tant que designer, quand on arrive dans une boîte, de comprendre. Parce que si tu as le big boss qui arrive, il a sa place qui est juste à côté, il y a un qui vient d'ouvrir la porte et compagnie, on voit un peu dans quel sens on va. En Suisse, quand tu vas visiter Chambly ou bien quand tu visites Toblerone ou des choses comme ça, tu as toujours ce truc. On te raconte l'histoire, des mecs ont créé la famille machin, la famille truc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par contre, dans d'autres boîtes, il n'y a pas besoin. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai pas une réponse unilatérale. Je te dis juste que l'humanité ou les gens ont besoin de ça, parce que sinon, il n'y aurait pas eu toutes ces stars. Enfin, ces stars dans tous les sens du terme. Mais il faut savoir à quel moment on peut utiliser ce système ou pas.
Et il y a aussi une question de mentalité. Il y a des mentalités qui suivront plus que d'autres. Ouais. C'est ça. J'avais deux autres questions de sujets. Donc, tu parles beaucoup de design, tu parles aussi beaucoup d'agilité. Pour toi, c'est quoi la relation entre les deux? Est-ce que c'est forcément quand on fait du design, on fait de l'agilité ou vice-versa? Ou pour toi, c'est des domaines qui sont séparés puis qui se touchent sur certains sujets? Alors là, je vais avoir du mal à répondre à ta question parce qu'elle est assez complexe, dans le sens que… De ton expérience personnelle, hein, pour toi, t'es un designer ou t'es un agiliste ou t'es quoi pour lui? Moi, j'aime bien qu'on m'appelle le facilitateur. J'aime bien faciliter le commerce. Ok. Le design, le design, quand moi j'utilise ce mot-là, je l'utilise pas dans le sens de la beauté d'un objet ou d'un truc. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste, on va dire, la façon de présenter quelque chose, que ce soit un système, que ce soit une équation mathématique, que ce soit une présentation, c'est égal. Pour moi, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ce que l'utilisateur puisse le comprendre. Pour moi, c'est ça le design. Ouais. Et l'agilité, c'est une façon de travailler. Soit je m'appelle Ford ou bien un autre mec qui se dit bon alors attends, ils ont des pelles, ils doivent faire des trous. Je vais adapter la surface de la pelle pour qu'ils puissent utiliser moins de force et comme ça va jouer. Ça, c'est du design pour moi. Après, ce qu'il en fait, après, c'est autre chose. Voilà. Mais Ford, moi, je trouve son système génial. Le process qu'il a mis en place, il est génial. Je m'arrête là. Après, il y a les philosophes, il y a les politiciens qui vont parler d'autres choses. Moi, je m'arrête là, je dis, le gars, bien joué, quoi, chapeau. Ouais. Et c'est pour ça que le design et l'agilité, le design pour moi, ce serait la chose qui va le pouvoir présenter de façon cohérente, claire, attrayante pour quelqu'un, quelque chose. Et l'agilité, c'est j'ai un contexte, j'ai des choses qui m'arrivent, comment est-ce que je fais pour pouvoir y répondre? Et là, j'ai les méthodes pour ça. Ok. Et il y a un exercice que je trouve intéressant. Tu en as parlé beaucoup de convaincre les gens en leur simplifiant la chose. Il y a quand même une croyance très prenante chez les designers et en général que les gens du business sont des gens très rationnels et qu'ils ont besoin de voir des chiffres pour comprendre en fait ce qu'on leur dit. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, même si je comprends pourquoi on dit ça. Je pense que le business sont des gens aussi irrationnels que n'importe qui. Tu l'as un peu expliqué, mais justement, comment tu fais pour jouer avec ça, dans le sens où moi, ce que je constate aussi, c'est que les gens du business, et quand je dis ça, c'est vraiment un mot un peu fourre-tout parce que il y a des gens assez variés dans le business, mais souvent ils ont besoin on leur impose des objectifs ou ils ont des objectifs et ils ont besoin d'avancer eux, ils ont besoin d'aller quelque part. Et toi, de ton point de vue, tu vois le problème et tu te dis ok, il y a un problème là dans l'organisation, il y a ça marche pas correctement. C'est pas nécessairement directement lié aux objectifs qu'ils essayent d'atteindre, mais c'est en partie lié. Et justement, comment tu abordes ce genre de problématique? Est-ce que ton expérience dans le business, pour toi, c'est quelque chose qui, j'imagine, aide beaucoup? Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux designers et aux gens qui veulent faire du changement dans les organisations sur ce sujet-là? Écoute, à la fin, c'est toujours un être humain qui va prendre une décision. Ouais. J'ai encore jamais négocié un contrat avec une IA. Ça m'intéresse énormément, mais j'ai encore pas fait. Peut-être qu'il faudrait me présenter chez L'Oréal, ils ont de l'expérience là-dedans. Mais non, soyons plus sérieux. À la fin de l'histoire, c'est un être humain qui va signer le contrat ou pas. Et j'ai vécu ça juste avant Noël, une séance avec une personne, Zoom, donc, qui était extrêmement agressive avec moi. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est agressive avec moi, cette dame? Son ex-petit copain, c'était aussi un Suisse romand. Et je fais la séance avec elle en suisse allemand, le genre c'était le 22 décembre et il y avait eu salade avec son mec le 21 décembre. Je peux lui parler de mes business Canva, hein. Je peux lui expliquer que je suis le meilleur mec de méthode agile, de facilitateur de toute l'Europe. Mon dialecte l'énervait. Tu peux avoir les meilleures méthodes. L'être humain en face, et c'est ça aussi, c'est notre utilisateur, nom de bleu. Il faut comprendre.
Dans quel état d'esprit il est. Donc, si j'ai un mec qui me dit, ouais, alors moi, j'ai fait les PFL et tout machin, bah, je vais directement sur des méthodes agiles qui sont du Scrum, des trucs qu'il va comprendre, parce que là, il va se retrouver dans son terrain de jeu. Si j'ai un économiste en face de moi, une personne des RH, je ne vais pas lui parler de la même façon. Et moi, ce que je dis, c'est que tout ce que font les designers, c'est top. C'est vraiment top. C'est des méthodes qui marchent. Les autres en face, les businessmen, soit, il y a deux variantes. Soit ils ont compris et ils se disent, OK, alors je vais créer la souris, je m'appelle Idéo, puis je vais créer la souris, et puis là, je vais faire du business positif. Ou alors, je vais l'utiliser parce que comme ça, je vais leur faire coller des post-it aux mecs là et je vais leur faire passer la pilule sur des trucs. Donc là, on est dans un outil de manipulation, d'accord? Et nous, on est là, puis on fait, on subit, quoi. Mais dans tous les cas, il faut d'abord qu'on prenne en compte l'être humain qui est en face de nous. Parce que si tu pouvais pas t'imaginer, alors on le lit dans la presse, il y a un mec, d'un coup, t'as un monstre siège social qui s'ouvre à Détroit. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à Détroit? Il n'y a rien à Détroit, c'est une ville sinistrée. Ah ouais, mais ma famille, elle est là. Et je suis le directeur général de la boîte. Donc on va ouvrir tout le monde va à Cupertino. Bah non, lui, il va à Détroit, le mec. Elle est où? Alors, si je rebondis sur ce que tu dis, elle est où la relation pragmatique, mathématique, business? Non, il n'y en a pas. Ouais. Et donc, c'est toujours l'être humain qui est au milieu. Du coup, ça veut dire quoi? Tu conseilles aux gens de prendre du temps pour discuter avec oui. avec les gens qu'ils ont en face d'eux, en fait. Exactement. Je conseille aux designers ils posent. C'est un peu comme dans les écoles Montessori, tu poses tes histoires à l'entrée. Donc, tu poses tes canevas, tes machins, tes trucs. Tu les poses. De toute façon, ceux-là, tu les maîtrises. Tu maîtrises tous les gens que tu as interviewés jusqu'à maintenant. Les gars, ils maîtrisent leur affaire. Hein. Et après, tu t'assois en face de l'être humain qui est en face de toi et tu essaies de le comprendre. Et ensuite, tu sors ta boîte à outils. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Et là, ça marche. Parce que c'est ça où là, nous, on pêche aujourd'hui, en tout cas en Suisse, c'est que on n'arrive pas forcément à faire comprendre la plus-value énorme de nos méthodes. Mmh. Parce qu'on sort du cadre de ma risque, comme tu disais avant. Mais non, de bleu, c'est les meilleures méthodes. C'est les meilleures méthodes, mais on n'arrive pas. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément la méthode la plus importante. Enfin, il y a des professionnels, le design sprint, le machin, le truc. Il y a plein de trucs qui sont top. Lynn, je t'ai perdu. Ah bon? Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon. Je suis là. Mais voilà, c'est vraiment ça. Il faut vraiment prendre en considération l'utilisateur dès le début du process, quoi. Mmh. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on se dit ce qu'on cherche un peu à avoir comme situation. Moi, je parle vraiment de quelqu'un qui travaille en interne dans une entreprise, qui se positionne. C'est-à-dire, il y a aussi une différence dans la relation qu'on peut avoir avec une entreprise quand on est à l'intérieur de quand on vient pour assouvir un besoin très précis qui a été exprimé. Donc, où on sait que les gens ils sont à la recherche de quelque chose, donc on va dire il y a déjà une attente, donc de répondre à l'attente c'est probablement pas plus facile, mais ça permet de passer par des chemins en interne qui sont assez différents quand même. Ouais. Et c'est vrai qu'on se dit quand on est en interne, c'est que il y a déjà une confiance qui est établie sur notre rôle dans l'organisation, ou en tout cas ce qu'on peut amener. On se dit qu'il y a ça déjà. Et du coup, ça donne l'impression qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de faire, justement. On a l'impression d'avoir déjà gagné la confiance et qu'elle est établie et qu'on peut, voilà, ils ont qu'à faire confiance en fait à ce qu'on a déjà réussi à faire. Mais je pense que justement, c'est un peu un manque d'humilité aussi en se disant que quand on recommence un projet, quand il y a des nouveaux projets ou quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, nous on va partir du principe que la confiance elle est déjà là, mais pour les gens qui sont en face, c'est pas forcément le cas. Et justement, comment de prendre ce temps pour comprendre les gens, c'est important, comme tu disais. Est-ce que
Est-ce que toi, tu vois une différence justement? Je sais pas si au-delà du consulting et puis du service, je pense que tu as expérimenté ça aussi dans l'autre sens. Est-ce que tu vois une différence? Et puis, est-ce que tu penses que tu approcherais la problématique un peu différemment si tu es en interne ou en externe? Non, alors moi je ne peux pas parler en interne, j'ai jamais été en interne, j'ai jamais fait ça, j'ai toujours Ok. été en externe, mais j'ai jamais été consultant. Si tu emploies ce mot-là avec moi, on va avoir un Ok. problème. Alors, ok. Qu'est-ce que comment c'est quoi le terme que tu utiliserais pour définir ce que tu fais justement? Comme je te disais avant, le facilitateur. Facilitateur. Je suis là pour faciliter. J'ai une batterie, j'ai une boîte à outils de méthode et on va regarder ensemble laquelle elle correspond mieux à tes symptômes. On va dire ça comme ça. Mais je vois les deux choses. Donc, quand j'étais dans un grand groupe, j'avais des designers que j'avais engagés. Donc, je vois un petit peu les deux côtés. C'est-à-dire que le designer, lui, alors ça c'est cool parce que si on l'a engagé, c'est qu'on est persuadé qu'on en a besoin. Parce que sinon, on ne l'engage pas. On ne va pas investir de l'argent sur quelque chose qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est positif. L'autre truc, c'est qu'il rentre dans un cadre hiérarchique. Si maintenant, le designer, il vient et puis il dit, bon alors, j'ai réfléchi là, on a fait des workshops, des machins, des trucs, il faut qu'on aille par là. Et quand il a son entretien annuel avec la directeur RH, elle lui fait, bon alors monsieur, vous savez, c'est pas par là, c'est par là. Et toi, c'est ton salaire. Tu nourris ta famille avec. Donc d'un coup, tu fais... Alors non, pour finir, ouais, non, c'est juste, c'est plutôt par là maintenant, c'est mieux. Hein. Ça, c'est le côté négatif quand tu es en interne. Ouais. L'autre côté en externe, donc, parce que moi, je l'ai vécu. Au bout d'un moment, je voyais bien ce qui me sortait le designer, c'était top. Mais moi, il y avait le groupe derrière qui me disait, non mais monsieur Bonny, on va là, hein, on va pas ailleurs. Et tu es obligé de faire le grand écart entre les deux. Je pouvais pas lui dire c'est faux ce que tu as fait, et je pouvais pas lui dire la vérité. Donc, comme tout bon politicien qui est en haut d'une société, tu mens. Tu dis, bon alors écoute, c'est bien, mais on va remettre ça au l'année prochaine, budget Covid. Voilà, j'ai Covid, je suis pas là. Donc ça, c'est quand tu es en interne. Par contre, quand tu es en externe, tu dois expliquer aux gens qu'on a des méthodes de dingue. Il comprend pas. Il se dit, ouais, mais moi, j'ai toujours fait la dictature, ça marche beaucoup mieux. Bah écoute, ouais, d'accord. Puis après, il dit ouais. Puis après tu appuies sur le bouton qu'il faut, c'est et les millennials. Et là, c'est bon, là, tu l'as perdu. Parce qu'il fait, ah non, mais alors eux, ils sont chiants. Hein. Ouais, moi, je suis facilitateur. On est là pour faciliter. C'est extrêmement simple. La seule chose que je fais à chaque fois, et tous mes collègues de travail, ils s'énervent, mais je trouve ça rigolo. Il y a un outil que j'utilise à chaque fois. C'est le HaMyTwee. Pourquoi? À toutes les sauces, je te le mets. Parce que d'abord, que ce soit le directeur général de la boîte, qui est de façon plus intelligent que les autres, évidemment, que ce soit la directeur RH, qui elle sait à peu près tout, et le marketeur qui lui tu leur dis, ok, on va faire ça, les gars. Et ils rigolent. Ouais, on va faire une phrase. Le vieux, là, il va se calmer. Au bout de 10 minutes, ils sont tous calmés. Alors tous. Le directeur général, plus intelligent que les autres, la DRH qui connaît toute la PNL et compagnie, et le marketeur, là, tu les mets tous d'accord. Et c'est un petit exercice. Enfin, c'est pas une méthode de dingue, hein, on n'est pas. MyTwee, même avant de commencer un. Et là, d'un coup, ils te disent, ah non, c'est quoi votre truc là? On a juste fait une phrase, hein. Trois éléments dans une phrase, mec. On n'a pas fait un truc compliqué. Donc c'est ça. T'as le côté en interne, c'est cool parce que t'as une légitimité. De l'autre, tu peux être un peu manipulé des fois, d'accord, si tu rentres pas trop dans le truc qu'il faudrait. Et quand t'es en externe, alors tu peux te permettre plus de choses. Par contre, t'as un acte de force à faire pour expliquer pourquoi est-ce que c'est bien d'utiliser plutôt une méthode agile que autre chose qui est vieux et qui ne marche plus, quoi. Par contre, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que le Covid, alors il a plein de côtés négatifs, mais on va pas en parler les deux. Le Covid, pour la communauté design, je pense qu'il nous aide énormément. Ok. Puisque maintenant on parle de résilience, ça tire la rigueur. On parle de alors là, il faut être agile, il faut être truc. Et là, alors là, t'as plus besoin d'expliquer.
Ah non, mais monsieur Bonnier, vous avez raison, il faut qu'on devienne agile. On parlait de changement de contexte pour changer les comportements. Je pense que c'est un exemple. Tu as raison. Ouais. C'est ça. Ouais, les gens se rendent compte qu'ils peuvent pas ignorer. Parce que ça, c'est aussi une réalité dans les organisations. Hein, c'est que des fois, c'est plus facile d'ignorer certaines choses, quoi, certains problèmes. Exactement. Et ça énerve aussi, je pense que... Et c'est un peu la problématique de travailler en interne, je pense aussi, c'est que tout d'un coup, on peut mettre le doigt sur un truc vrai, oui, mais c'est pas forcément bien en soi que ça soit vrai. Et on va titiller peut-être, on va remuer un couteau dans une plaie que tout le monde sait qu'elle existe. Et du coup, on se ferme les portes d'une opportunité de réellement pousser vers du changement parce qu'on dit, regardez là, il y a un gros problème. C'est juste. Et les gens font, quoi parce que d'autres s'y sont peut-être frottés avant. Il y a aussi des cicatrices. Hein. Moi, je vois aussi, il y a des fois eu des passages on parlait de consultants, qu'il ne faut pas utiliser ce terme-là, mais justement, il y a des consultants qui sont venus, qui ont vendu la méthode miracle X ou Y. Et puis ça, d'un point de vue méthodologique, ça a fonctionné. D'un point de vue efficacité, ça n'a pas fonctionné. Et les gens sont restés avec un arrière-goût amer dans la bouche en voyant que le problème est toujours là. Des fois, même, il a empiré. Et vaut mieux fermer les yeux sur le fait qu'il existe plutôt que d'essayer de résoudre. Je simplifie énormément, hein, bien sûr. Je dis pas que tout le monde est là à ignorer qu'il y a des problèmes, mais des fois, c'est un peu la perception qu'on peut avoir, quoi. Exactement. Et tu dirais que c'est mieux d'être en externe pour, dans un sens, pouvoir aborder ce genre de problématique parce que on va pouvoir aborder la chose d'un autre angle ou dans le sens où on est un peu nécessairement bloqué quand on est en interne pour certaines choses, ou c'est pas forcément une réalité. Non, là non plus, j'ai pas une réponse. Je peux pas donner une réponse toute faite. Après, c'est aussi quel type de personne tu es. Si tu es un designer et puis que tu veux être dans une structure, tu as besoin d'avoir une structure au-dessus de toi et puis que tu te sens mieux comme ça, bah alors il vaut mieux être en interne. Maintenant, si tu préfères un peu faire du freestyle et puis te dire, OK, là, je vais pouvoir essayer quelque chose d'autre que j'aurais pas pu essayer, bah, c'est mieux d'être en externe. Par contre, quand on est en externe, tu dois avoir des mandats et tu dois assurer tes revenus. Donc, on en revient toujours. C'est un être humain qui est là et qui doit gérer, qui doit savoir qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Par contre, je rebondis sur un truc que tu as dit, c'est la chose que je dois aussi dire assez régulièrement quand on a présenté ça et quand les gens nous ont appelés, parce que ce qu'on a de plus en plus souvent, c'est un directeur RH qui a pris 3 jours de cours à Paris sur les méthodes agiles et qui se dit, ah bah maintenant on va faire ça. Alors on va faire ça dans notre société. Et donc tu te dis, bon d'accord, tu arrives et la seule chose que je dois répéter, c'est nous ne sommes pas des magiciens, monsieur. Nous ne sommes pas des magiciens. Je reviens, nous sommes des facilitateurs. C'est-à-dire que le consultant qui va vous dire, qui va vous faire la messe et qui va vous dire, il n'y a que cette loi, il y a ce truc-là, ben, c'est normal. Sa boîte, ils ont dû acheter des licences pour ça, donc il va te dire que c'est la meilleure méthode. Mais non, c'est pas ça le délire. Le délire, c'est, on n'est pas des magiciens. Et nous, on doit aussi être capable de dire, en tant que facilitateur, designer, c'est, ah bah écoutez, ça fait 2 mois qu'on travaille avec une méthode et tout, bah je me suis planté. Je me suis trompé. J'ai vu la limite parce que telle et telle raison, ça marche pas. On peut pas le faire comme ça. Et des fois, c'est des choses extrêmement simples qu'on n'a pas vues au départ. Et ouais, mon associé l'a fait sur un gros contrat qu'on avait dans le canton de Genève. Et en plein milieu de la séance, il fait bon bah je me suis trompé, faut qu'on recommence à zéro. Et moi j'étais là, j'ai fait ah bah là je vais manger McDo à midi hein, parce que là qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit de pas prendre de la drogue quand il vient au boulot. Mais il avait raison. Et aujourd'hui, on a gagné ce client qui est très fidèle parce qu'il nous a dit c'est la première fois qu'on a vu un jeune de 30 ans qui a le courage, on va dire ça comme ça, de dire je me suis trompé devant tout le monde. Et il y avait le conseil d'administration avec des gars 40 et plus qui auraient pu le fustiger. Non mais vous croyez qu'on a payé pourquoi là pour écouter vos conneries? Non,
il a eu le courage de le faire. Et même moi, hein, j'ai un peu flippé. Il l'a fait. Et aujourd'hui, on a ce client très fidèle qui reste. Donc c'est vraiment, on est toujours dans la gestion de l'humain. Oui. Et alors c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je pense que je suis assez comme toi. Je me bats régulièrement contre des idées préconçues que voilà, il y a une méthode à la mode en ce moment, X ou Y, et on va l'avoir à toutes les sauces, partout, même des gens qui la réinventent en disant méthode X pour le, je sais pas, pour les process RH, méthode X pour la méthode, pour les process de développement d'intelligence artificielle, etc., etc. On va avoir la même variante de la méthode appliquée à peu près à tous les domaines. Et on me dit, ouais, quoi, tu n'utilises pas cette méthode, tu n'utilises pas ci, tu n'utilises pas ça. Et je dis, mais en fait, les méthodes, elles sont pas absolument justes ou absolument fausses. Elles sont contextuellement justes ou contextuellement fausses. Et ça, c'est tellement difficile à faire comprendre. Et le pire, c'est que derrière, on a aussi des gens qui, on leur a vendu du rêve avec une méthode. C'est ça. Et comme tu dis, ils ont fait une formation de 3 jours quelque part, 2 jours par-ci, 2 jours par-là sur un truc. Et puis tout d'un coup, ils voient plus qu'au travers du prisme du truc qu'ils ont entendu que c'est génial et tout. Parce qu'on leur a donné les exemples qui vont bien. De chez Google, ça marche comme ci. Chez Amazon, ils font comme ça. Et... oui, mais chez Google et Amazon, ils utilisent 12 000 méthodes tous les jours, différentes. Et ils ont un autre contexte. Ils ont un autre contexte. Je veux dire, c'est déjà des boîtes qui ont réussi. Ils pourraient demain utiliser la méthode la plus pourrie du monde. C'est pas ça qui ferait qu'ils perdraient des milliards d'un coup, quoi. Donc la réalité, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on a des gens, soit qui sont dans l'attente qu'on leur donne la méthode X que tout le monde a prouvé que ça marchait, hein, bien sûr. Et soit il y a des gens qui ont dit, ah mais regarde, ça marche partout, alors il faut qu'on utilise ça. Non, il faut, comme tu disais, il faut la subtilité de comprendre les gens. Il faut la subtilité aussi de comprendre le contexte, en fait, dans lequel on est. Et de dire, ok, là, ce contexte-là, il nécessite c'est la méthode Y ou la méthode Z parce que le contexte est de telle manière que on avancera avec ça. Et effectivement aussi l'aveu de se dire qu'on a échoué ou qu'on s'est raté sur quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on a pas forcément l'habitude de faire parce que il y a derrière aussi, il y a une telle pression de résultats, en fait, que des fois on se dit si ça échoue, ça passe ou ça casse, quoi. C'est un peu ça l'approche. Alors que la plupart du temps, on se dit en fait, on est tous un peu là pour apprendre parce que tous les contextes sont un peu différents. On n'est pas sûr à 100% toujours des résultats qu'on va avoir avec. Oui, on est sûr du genre de résultat qu'on va avoir, mais de comment ça va faire avancer la chose, c'est pas sûr, ça. D'où on va aller à partir de là. Exactement. Mais par contre, le message que je donne en tant que vétéran aux jeunes designers, c'est la différence entre un designer, entre un facilitateur, entre quelqu'un qui utilise des méthodes agiles et quelqu'un qui est dans la old economy et qui travaille à l'ancienne, c'est que nous, on doit pouvoir dire qu'on s'est trompé. Parce que quand j'ai travaillé dans des grands groupes, que j'étais le boss, le mec, il y a personne qui osait me remettre en question. Je pouvais dire, bon alors demain, tout le monde en string rose. Hein. Oui, monsieur Bonnier, on se met tous en string rose. Il y a personne qui a remis ça en cause. Et c'est complètement faux. Donc ça veut dire que nous, je pense que dans la communauté des designers, on doit être capable, c'est notre force et c'est la grande différence avec les gens qui fonctionnent en cluster et qui sont avec leur cravate et qui sont là et moi je suis le boss et j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tant de diplômes, machin. Ok, mais nom de bleu, mais non mais c'est pas possible. L'erreur fait partie de la vie, l'erreur fait partie de tous les process et c'est grâce à ça qu'on apprend. Et en mathématiques, on apprend grâce aux erreurs. Même en mathématiques. Le message que je peux donner à la communauté qui nous regarde aujourd'hui, c'est vraiment soyons les premiers à dire ah bah là je me suis planté. Par contre, j'ai la solution. Parce que là je te viens aujourd'hui et je te dis que je me suis planté, mais j'ai réfléchi, donc j'ai réanalysé tout le process et j'ai dû travailler 2 fois plus que toi. Parce que j'ai réanalysé le process et maintenant je te propose ça, ça et ça en fonction de l'erreur que j'ai faite. Si tu viens comme ça,
ça marche. Et je pense que c'est notre devoir de faire ça parce que c'est nous qui avons les méthodes. Par contre, si tu viens, tu dois, je me suis planté. Bon, on va au bar. Voilà, ça va pas le jouer. On fait quoi maintenant? Tu regardes tout le monde, on s'est trompé, on fait quoi maintenant? C'est ça. Mais si tu le fais comme ça, et ça, c'est grâce à nos méthodes et grâce à la façon dont on a cette possibilité de réfléchir, que je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Et qu'on doit être les premiers à faire ça dans le monde du business. Ouais. C'est vraiment le conseil du vétéran du jour. Si tu arrivais juste à nous donner, je trouve c'est super intéressant, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, tu nous as parlé de ton expérience dans le business en général, mais c'est vrai que c'est un point, je pense, super intéressant qu'on n'a pas toujours comme retour. Tu as de l'expérience comme, voilà, tu as été patron d'entreprise. Peut-être nous expliquer comment c'était justement cette expérience-là. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était bien? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était pas bien? Qu'est-ce que, voilà, peut-être ce genre de retour d'expérience. Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu as switché, en fait? Magnifique. Donc, je suis désolé pour cette petite interruption. On a eu un petit problème d'enregistrement. Mais voilà, on va raccorder ça au montage, hein, bien sûr. Donc oui, donc je te posais la question sur ton expérience en tant que dirigeant d'entreprise. Et puis ton retour d'expérience un peu sur cette partie de ta vie et qu'est-ce qui a fait que tu as switché aussi sur ce que tu fais maintenant, sur de la facilitation. Je pense que ça va être super intéressant aussi d'avoir ce genre de retour de gens qui ont peut-être jamais vu cette partie-là ou qui sont en contact sporadique avec la top direction parce qu'on est souvent en contact avec eux parce qu'il y a un sujet très particulier qu'il faut qu'on discute, mais après la plupart du temps on sait pas forcément tout ce qui se passe, quoi. Donc ouais. Alors écoute, je vais être honnête parce que je peux l'être honnête maintenant. Avec mes cheveux gris, j'ai le droit. J'ai toujours utilisé les méthodes agiles comme un outil de manipulation. Dans le sens que si je viens et que je disais à 400 personnes, bon alors les gars, à partir de demain on va faire ça, tu te heurtes à plein de choses. Et il y a des moments, tu as envie, mais il y a des moments où tu te dis non, mais là, non les gars, moi j'ai un objectif, hein, alors on va le faire. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis bon, viens ici toi jeune homme là, viens ici, viens ici là, allez. Bon alors, c'est quoi ton truc là? Ouais, oui, vas-y fonce. Et à la fin, quand il arrivait presque à bout touchant, bon alors, les résultats c'est quoi? Alors vous comprenez, monsieur Bonnier? Ouais, c'est ça les résultats. Ouais, oui c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et honnêtement, c'est ce que personnellement j'ai fait. J'ai beaucoup de collègues de travail qui étaient dans d'autres pays, qui faisaient le même travail que moi, qui le faisaient aussi, mais eux ne se rendaient pas compte. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à un moment à prendre de la distance avec ça en me disant, bon, ok, alors Stéphane, tu es conscient que tu utilises ça. Tu es conscient que tu utilises cet outil et comment tu l'utilises. J'ai eu cette chance d'avoir ce recul, mais j'ai plein de collègues de travail qui étaient aussi dans des grands groupes, mais peut-être dans le reste de l'Europe. Ah non. Mais attends, mais tu te rends compte ce que tu as fait, mec? Non, mais hey, tu as utilisé ça? Tu l'as biaisé complètement? Bah ouais, et alors, ils n'ont rien dit. Non, mais... Ah, ok. Donc ça c'est la vraie vérité que, alors en tout cas moi personnellement, c'est mon mea culpa, je l'ai fait. Maintenant, de ce que j'ai vu de certaines personnes que j'ai rencontrées un peu partout, j'ai pas vu mieux. Ça c'est la version d'un insider qui s'est repenti, on va dire, tu vois. Donc pour toi c'est une nécessité en soi qu'un dirigeant oriente ce qui se passe. Le biais ou que c'est quelque chose qui peut être évité? C'est extrêmement rare que ça peut être évité parce qu'à la fin, on est coté en bourse et on a des... Alors, ce que je vois aujourd'hui dans les sociétés, ça s'améliore un petit peu dans le sens que maintenant, on a une espèce de deux budgets. On a le budget qui est bien fixe avec l'EBITDA qui doit être atteint, et quelque part, on a un truc un peu freestyle. On se dit, écoute, je te donne cette enveloppe, tu vas développer quelque chose, vas-y, fais-toi plaisir et sors-nous quelque chose. C'est un peu côté start-up, côté itération, parce qu'on s'est dit ça marche aux États-Unis, alors c'est que c'est bon. Donc, ce que je vois, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment le truc qui reste dans le business,
d'accord, je travaille chez Carandache et je continue à faire mes crayons, papapam, papapam. Et à côté, je me dis, ouais, mais il faudrait vraiment changer la couleur. Que ce soit un bleu qu'on n'a jamais fait, un Carandache bleu électrique qu'on n'a jamais fait. Et donc, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus 100% d'un budget ou 100% d'un objectif qui est fait sur ça, parce que les gens, même les très très vieux qui sont en haut, qui sont actionnaires et compagnie, ils ont compris qu'il n'y avait plus rien trop haut qui se tenait. Et que même Kodak, il n'existe plus, et Nokia non plus. Hein. Mais non, mais tu dis ça à un gars d'un conseil d'administration, vous avez vu l'histoire de Nokia? Ah ouais. Moi, je vais encore faire développer mes photos. Oui, je sais, monsieur, mais enfin, quand même, les mecs, j'étais quand même. Vous les connaissiez quand vous étiez jeune? Ah, vous développez votre. Bah ouais. D'accord. Donc, il n'y a plus rien qui se tient. Donc, s'il n'y a plus rien qui se tient, il faut bien faire quelque chose. Par contre, des vraies sociétés qui, à 100%, se remettent en question en permanence et compagnie, dans la vraie réalité, ouais. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et je connais très bien certains grands groupes suisses ou bien certaines sociétés en Suisse qui se disent dans l'agilité, dans l'holacratie, et ainsi de suite. Il y a une réalité malheureuse de. Exactement. Les budgets, enfin, comment ça marche en fait, le modèle à l'interne d'une entreprise n'est pas conçu pour ce qu'on appelle l'agilité organisationnelle. Parce qu'on a des objectifs, on a un budget qui est attribué pour une année. La plupart du temps, ça marche comme ça. Dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, les budgets sont annuels. Les objectifs sont annuels aussi. Et même parce qu'après ils divisent ça sur des plus petites périodes, blablabla, pour se donner l'impression qu'on est agile justement. Mais ça reste une impression d'agilité parce que comme on a coupé ça en petits morceaux, on a l'impression qu'on a plus de flexibilité sur le moment. Oui. Mais ça marche qu'à court terme en réalité, ce genre de choses. Au final, à la fin, on a toujours un budget annuel et il y a personne qui sera prêt au-dessus à dire faites ce que vous voulez pendant 3 mois, vous avez carte blanche. Ça existe peut-être, je dis pas que ça existe pas, mais c'est extrêmement rare que ça se produise comme ça. Exactement. Ce que moi j'ai fait, alors j'ai aussi des fois fait des trucs un peu plus intelligents. Ce que j'ai fait une fois, j'ai menti au CFO et j'ai pris un budget qui était alloué pour faire une campagne publicitaire ou je sais plus quoi, et j'ai pris cet argent et j'avais pris deux designers. Et j'ai rien dit à personne. Je leur avais pris des bureaux, pas dans la boîte, mais à l'extérieur, dans un espace de coworking. J'ai tout externalisé. Et à la fin, quand les résultats avaient doublé, le big boss, je suis allé à Bruxelles, au truc des big boss. Vous avez fait comment, monsieur Bonnier? Ah bah ça, je ne vous le dirai pas. Ça, c'est ma sauce personnelle. Et le soir, au repas, où tu as tous les big boss, où tu vas manger autour de table, il me dit, venez ici, monsieur Bonnier. Comment vous avez fait? Parce que moi, je veux le scaler sur tout le groupe. Et là, j'ai sorti la bobine et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai fait ça. Mais si je t'avais dit en amont que je veux un budget pour payer 2 mecs pendant 6 mois, plus encore leur espace de coworking, les outils qu'ils avaient besoin et tout machin, tu m'aurais fait quoi? Tu m'aurais dit, Stéphane, le retour sur investissement, il est où? Tu l'as calculé? Là, je l'ai fait, j'ai menti, mais menti de façon, on va dire, pondérée, parce que je savais quel était mon objectif à la fin, et j'ai eu la chance de réussir. Et là, d'un coup, je suis devenu le dieu des méthodes agiles dans un grand groupe où ils se sont dit, ah bah, il faut faire ce qu'il a fait, lui, hein. Mais c'est juste parce qu'il y avait le résultat. Ouais. Le même cas de figure, et je me serais planté, le concept n'aurait pas marché, eh ben, j'étais mort. Ouais. J'étais mort. Mais attendez, monsieur Bonnier, vous nous avez menti. Vous avez pris le budget publicité pour aller faire ça. et vous connaissez les mecs. Et ainsi de suite. Mais j'aurais terminé en pugilat. Alors, vu que j'ai réussi, d'un coup, j'ai dit, je vous ai menti, mais il n'y a personne qui m'a. Vu que le business avait doublé, il n'y a personne qui m'a attaqué sur le fait que j'ai menti. J'aurais planté le truc, ah bah là, il m'aurait suivi au tribunal. Il m'aurait dit, arrête, monsieur Bonnier, on peut pas mentir, vous êtes le big boss, c'est quoi cette histoire? Ouais, enfin, si ça se serait vu, hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi. Ah oui. Oui, j'aurais pu aussi continuer à le cacher, évidemment. Mais cette anecdote, elle est extrêmement représentative, c'est que je l'ai aussi fait, ça a marché, et quelque part, c'est aussi toujours le contexte. J'ai eu la chance que j'ai pris ces 2 jeunes, j'ai pris ça.
Et ça a bien marché, mais imagine-toi que ça marchait pas. Mhm. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est toujours une histoire d'êtres humains qui sont là en interaction les uns avec les autres et qu'il faut gérer, quoi. Mhm. Mais voilà. Le risque, pardon, le risque avec ce que je vois avec ça, et moi c'est ce que j'ai pu constater aussi dans beaucoup d'entreprises, de grands groupes et tout ça, c'est quand un petit truc comme ça là, a marché, puis comme tu disais, ils veulent le scaler. Ouais. Et il y a tout ce concept de business case, tu sais, où on prend un truc qui s'est passé dans un contexte donné, puis on se dit on va le faire partout. J'ai des doutes quant à l'efficacité du scaling d'un truc très contextuel à un groupe entier. Parce qu'au final, ce qui va se passer, on le voit, hein, un truc qui a marché à un petit endroit, on va le scaler, du coup on va lui attribuer un budget, on va créer toute une structure à l'interne pour que ça se passe, on va attribuer un budget. Du coup, tout le truc du j'ai fait le machin un peu comme c'est venu, il disparaît, quoi. Ça devient un truc rationalisé à mort. Ouais. Et tu peux pas garantir que ça va reproduire le succès que tu as eu. Et ça, c'est un truc aussi assez compliqué dans une organisation où on a besoin de planifier quand même les choses, on a besoin que les choses soient carrées. Et c'est pour ça on a parlé pendant tout notre entretien des grands groupes. Mais si je peux un peu switcher sur autre chose, c'est de dire les méthodes agiles fonctionnent mieux dans les petites sociétés que dans les grands groupes. J'ai eu aussi la chance de travailler dans un groupe, on va dire suisse, très local, en Suisse romande. Alors là, par contre, à chaque fois que je venais avec un truc, le vieux patriarche à qui appartenait la société, il était friand. Allez-y, monsieur Bonnier, vous me tenez au courant. Allez-y, vous me tenez au courant. Et tu lui faisais un rapport, hein, c'est un dimanche matin, tu allais prendre le petit-déj avec lui. Ou alors on en est là, écoutez, là on s'est planté. Ouais, mais allez-y, monsieur Bonnier. Là on a réussi, Et dans un groupe où c'est plus, où tu vois un petit peu, tu connais quasiment tous les collaborateurs par leur prénom et si ça et l'autre, c'est plus facile de mettre en place la méthode agile. Ouais. Et en plus de ça, tu as plus vite le résultat, donc tu peux valider. Et c'est ça qui est cool. Donc là, on a parlé des groupes, mais plus la société elle a une taille, on va dire, plus humaine, et plus ça marche. Ça, c'est aussi mon expérience. Ouais. Parce qu'on est moins dans la manipulation, on est moins dans les jeux. Quand je suis allé à Bruxelles présenter ce projet, je ne sais plus dans quel pays, il y en avait un qui était hyper jaloux de moi parce que pour des raisons personnelles, je ne sais pas qu'est-ce que je lui avais fait, mais ma gueule ne lui revenait pas. Il était jaloux. Le gars, le lendemain, il a fait que de tirer sur le projet. Tu vois, et ça, c'est humain. Voilà, il est jaloux parce que dans son pays, ça allait moins bien qu'en Suisse et ci et ça et l'autre. Les chiffres qu'il avait, ils étaient moins. Et en plus de ça, on a fait un truc qui marchait. Oh là là, et c'est fini. Et donc, il te torpille le projet. Et si jamais il connaît quelqu'un plus haut dans la hiérarchie parce que le projet, il est mort. Alors que, tu vois, je veux dire, c'est toujours des mélanges aussi politiques et compagnie dans les grands groupes que dans les petits groupes, ils peuvent pas se permettre parce qu'il n'y a pas autant de cash flow que tu peux faire pour des projets à droite à gauche. Ouais. Et ce qui fait que c'est des fois plus facile d'aller évangéliser les méthodes agiles dans les petits groupes que dans les grands groupes, ou bien dans les petites sociétés. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher en fait de justement ce rôle de patron d'entreprise à ce que tu fais maintenant? La première chose, c'est que je me suis fait licencier. Donc, j'ai su que j'ai fait une séance avec la personne qui était pour toute l'Europe, responsable de toute l'Europe. Et on est arrivé à une discussion absurde où la personne a dit quelque chose qui était absurde. Et là, je me suis dit, oula, là, je peux plus rien faire, quoi. C'est une guerre de coq, c'est une guerre d'ego. Je peux rien faire. Et vu que j'étais jeune et un peu bête, j'ai voulu un peu rentrer dans le cadre, quoi. Ce qu'il faut jamais faire. Et donc, je me suis fait licencier. Donc, j'ai eu 6 mois de préavis. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Soit je recontinue sur la même voie, mon dossier est très bien, hein, j'ai un CV top, je continue. Puis je me suis dit, mais non, parce que j'ai plus envie de travailler dans ce système dictatorial qui est bien maquillé dans un truc, on est tous des happy, là, les RH, c'est plus les RH, c'est des happineurs, je sais pas quoi. Non, mais attends,
Mais si tu dis que tu es un happineur, c'est que tu n'es pas happy déjà. Par défaut, moi, j'ai pas besoin de le dire que je suis un happineur. Je suis happy. Enfin, voilà. C'est ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais plutôt essayer de faire. Alors, c'était à la mode de faire une start-up. À 40 ans, tu dis, ouais, je peux y aller. Donc, j'y suis allé. Tu as un petit peu d'argent de côté, donc tu fais ta start-up. Et puis, tu commences. Puis après, tu as la fièvre de la start-up qui commence à monter. Et puis, si tu réussis, bah, tu te dis, ah, bah, je n'ai pas dû faire tout faux. On y va. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Et puis c'est aussi, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit avant, consultant surtout pas. Dire que même quand je vais dans un grand groupe, je suis pas consultant. Ouais, mais t'as une cravate, Stéphane. Ouais, je sais, mais ok. Si j'aime la cravate parce que je suis plus beau comme ça, tu vas pas me dire c'est parce que je suis consultant. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me fasse des tatous et puis que je vienne avec une casquette orange? Non. Donc c'est ça qui a fait que c'est un licenciement qui a fait que je me suis remis en question et que je me suis dit, OK, je vais plutôt aller essayer de créer quelque chose de zéro. Je suis parti de zéro et j'ai créé 1-2 sociétés. Là, j'en suis à la 3e. Et voilà. Et c'est facile, c'est plus facile quand tu as les 2 casquettes. C'est pour ça que je me suis aussi associé avec des jeunes gens. Parce que comme ça, on se fight en permanence. Parce que moi j'ai toujours raison, hein, évidemment, et puis eux ils essayent aussi d'avoir raison, donc c'est comme ça qu'on avance, si tu veux. Il y a une espèce d'émulsion vers le haut, parce que le vieux il dit 9, et tu vois, mais si, mais t'exagères et tout machin, enfin voilà. Et ils me battent sur Twitch, ils me battent sur la PS5, ça d'accord, parce que bah, moi j'arrive pas, hein. mais après, voilà, c'est là où je me sens mieux, parce qu'on peut faire avancer le schmilblick, quoi. Ouais. Et on souffre à certains moments, mais on sait pourquoi on souffre. À d'autres moments, c'est plus rigolo. Mais voilà, à chaque fois, c'est notre travail qui est récompensé ou bien saqué, quoi. C'est ça le switch, si tu veux. C'était de faire un truc où au moins tout ce que je me prends dans la tête, c'est moi qui l'ai fait. C'est ça. Tu l'as voulu, donc. Exactement. Oui. J'avais juste peut-être une dernière question pour toi. Tu as parlé un peu t'as brièvement fait allusion à holacratie et tout ça. Je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ça, parce que quand même la promesse derrière ce genre d'organisation, on va parler, parce que je pense qu'il y a aussi il y a un peu du agile washing à beaucoup de niveaux, hein, par rapport à toutes ces approches-là. Mais fondamentalement, je pense pas qu'elles soient nécessairement mauvaises, et probablement qu'il y a des organisations qui fonctionnent réellement comme ça. En Suisse, j'attends de voir. Apparemment, il y a des agences. Il y a une agence dont j'ai entendu parler qui fonctionne comme ça à Lausanne. Oui. Donc c'est un peu quoi ton point de vue là-dessus, parce que tu as vécu le modèle traditionnel plutôt bien. Là, tu vends de la facilitation et de l'agilité. C'est un moyen d'y arriver aussi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi personnellement, je suis à fond pour l'holacratie, parce que je pense que c'est aussi la meilleure solution, dans le sens que, vu que moi je parle toujours de l'être humain, c'est-à-dire que si la personne se sent dans un rôle qui lui convient et pas dans un job description qu'on lui a imposé, elle va mieux travailler. Donc ça, pour moi, ça c'est évident que l'holacratie, c'est. Par contre, il y a deux critères qui sont à prendre en compte, c'est que il y a toujours des collaborateurs ou je sais pas comment est-ce qu'on dit, on va pas utiliser le mot collaborateur, mais des gens avec qui je travaille qui oublient certaines règles de base. Donc ça veut dire que si on dit qu'on se voit à 9h et que le mec il arrive complètement défoncé à 10h30, une fois ça passe, mais après ça passe pas trop. Si le mec il allume son ordi et il est en home office et il fait semblant qu'il bosse, mais que quand je regardais dans les log files, malheureusement, je vois des lettres, des sites internet qui commencent par Y, je me dis, Gaillard, t'essaies de me la faire à l'envers. Et ça, c'est la limite un peu du système. Okay. De l'holacratie. Maintenant, si tu prends, par exemple, on travaille actuellement avec une boîte qui est une boîte d'informatique qui développe des plateformes. Là, c'est différent. Parce que les mecs, ils ont des choses à faire. Qu'ils soient chez eux, pas chez eux, c'est des devs, hein, ils sont dans leur monde. Et eux, tu leur dis un truc, tu dis ouais, j'aimerais juste qu'on affiche la carte en plein écran. Et ils te l'affichent. Ah ben très bien, c'est parfait. Puis non, j'ai pas fini.
Pourquoi? Non, parce que tu comprends, là, elle s'affiche en 3,4 millisecondes et moi, je veux qu'elle s'affiche en 3 millisecondes. Alors, quand tu as des mecs comme ça, l'holacratie, ça marche. Parce que le gars, il va même prendre sur son samedi, son dimanche, pour descendre de 4 millicentièmes de seconde que toi, tu ne l'as même pas demandé. Mais c'est un challenge personnel qu'il s'est mis lui-même. Par contre, si tu as des gens qui sont des personnes de l'ancien monde et qui viennent et qui se disent, moi, j'ai fait mes 8 heures, hein, et si et ça, l'autre. Là, l'holacratie, tu peux y aller au forceps, tu peux faire ce que tu veux, laisse tomber, ça ne marchera pas. Ok. Donc, je suis pro-holacratie parce que je pense que c'est la meilleure solution. Par contre, il faut voir dans quels critères et qu'est-ce que tu as à disposition, quoi. Ça peut coexister dans une organisation traditionnelle des sous-niveaux, à des sous-niveaux de l'organisation, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça marche, comme tu disais aussi, par rapport aux startups et aux petites structures où c'est plus agile par nécessité parce que tout le monde se connaît, les circuits est plus court, tout est plus court. À ce titre-là, je pense dans un groupe, dans des sous-domaines du groupe, en fait, c'est des choses qu'on peut voir parce qu'on des équipes autonomes, ça existe. Elles doivent reporter à une hiérarchie, mais au final, elles sont autonomes. Donc, mais c'est toujours quand elles sont en problème. Il y a si on prend la banque cantonale de Zurich, qui rencontrait des problèmes il y a, on va dire, une dizaine d'années. Ils ont créé ça. Il y avait une banque, ils ont dû fermer, donc un bâtiment où il y avait des guichets et ainsi de suite. Ils l'ont fermé. Ils avaient le choix d'en faire je sais pas quoi. Ils ont fait des studios de design dedans. Donc design thinking et des services design et compagnie. Et ils ont utilisé ça. Ils ont créé une équipe sur place qui est complètement dans l'holacratie. Je te parle de ça il y a 10 ans. Hein. Je te parle pas il y a 2-3 mois. Et une grosse boîte, un mammouth, un mini mammouth, la banque cantonale de Zurich a fait ça. Et alors que le reste du groupe, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Il n'y a rien qu'à changer. Le mec, il a son chauffeur, on doit lui apporter le café, tatata. Mais ils avaient réussi à faire une antenne. Et aujourd'hui, ils ont trouvé un trend qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à ça. Donc, même un truc, je prends cet exemple parce que c'est un truc, c'est une banque et ils ont quand même réussi à le faire en délocalisant un petit département, en mettant un système holacratique sur ce département-là. Ils l'ont fait. Donc, c'est possible. C'est possible. Mais en règle générale, je reste 100% pro-holacratie quand le contexte le permet et quand les gens sont motivés à faire avec. Ouais. Juste peut-être pour donner un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'holacratie, tu arrives à expliquer un petit peu ce que c'est? Ouais, alors on va faire très simple. C'est que contrairement à un système hiérarchique où tu as un chef, tu as un boss avec des départements en dessous, département marketing, département ressources humaines, directeur technique, puis après on s'organise vraiment de façon toujours une étape en dessous. Ça, c'est l'ancienne méthode. Et l'holacratie, c'est on va prendre des rôles. C'est-à-dire que on sait que dans une société, il y a de la comptabilité, du marketing, de la stratégie. Où est-ce que va la société, et ainsi de suite. On prend ces grands thèmes et on les distribue en rôles. Et puis on dit, voilà, Kevin, toi, tu fais du développement, mais est-ce que tu voudrais pas te pencher un peu sur la comptabilité, sur notre système? Alors pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tout dépend le truc, tu vas prendre le rôle de la comptabilité, donc tu vas travailler avec la comptable qui est métier, qui est très forte, qui elle sait faire les écritures et tout machin, mais tu vas apporter ton œil d'informaticien ou de développeur ou de je ne sais pas quoi. Et là d'un coup, pendant 3 semaines, la nana elle va te poser tous ces problèmes qu'elle avait, toi tu vas lui résoudre en 2 secondes parce que c'est juste qu'elle ne sait pas utiliser la souris, la pauvre vieille, toi tu lui résous en 2 secondes et là elle t'adore. Donc avant, tu étais un sale technicien qui faisait que des trucs chelous et elle c'était la pétasse qui faisait les factures. D'un coup, ils s'aiment, d'un coup ils travaillent ensemble, et après une fois qu'il a fini ses 3 semaines de rôle, il était dans le rôle truc, il va changer de rond, il va aller dans un autre rond, il va aller par exemple au marketing et tout machin. Donc c'est plutôt travailler en fonction des rôles qu'on a dans une boîte et plutôt que l'endroit hiérarchique dans lequel on est. C'est rapidement résumé, hein. C'est très rapide. Oui, bien sûr. Mais il y a cette notion de rôle. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est de voir des exemples de groupes qui ont un modèle très hiérarchique, très traditionnel. On va faire de l'holacratie et puis juste dessiner des ronds
et de remettre les positions qu'ils avaient avant, tous les rôles avant, avec des ronds, quoi. Au final, c'est ce qu'on voit souvent aussi dans la mauvaise façon de le faire, on va dire. Exactement. Mais justement, si on va boucler la boucle de notre entretien, on va revenir tout au départ, c'est que si moi, j'avais une boîte où je voulais faire de l'holacratie, je mettrais pendant un certain nombre de jours la femme de ménage directrice générale. Oh. Je veux dire que ça fera avancer la boîte. Alors, je ne vais pas demander au directeur général d'aller ramasser des poubelles parce que là, je pense que je vais avoir des soucis. Mais en tout cas, je lui demanderai, madame, de venir 1 ou 2 jours, peut-être pas. Enfin, c'est pas une question de temps, c'est juste une question qu'elle aussi, elle s'assoit dans la chaise d'un directeur général et ça, ce serait l'holacratie. Ce serait le nec plus ultra qu'on ait ça. Mais quand tu regardes les émissions, moi je regarde plus en Allemagne, mais les émissions où il y a le directeur qui va undercover. Oui. Le mec, il découvre des trucs. Alors après, on est sur du Showtime, on est sur Le Bonheur est dans le pré et des Koh-Lanta et je sais pas quoi, d'accord. Mais quand même, si tu regardes l'émission un petit peu avec comme ça au premier degré, le mec, il y en a certains, en tout cas en Allemagne, ils font des trucs. Et à la fin, ils font vraiment des trucs. Ils font des choses dans leur boîte parce qu'ils se sont rendus compte d'un truc qu'ils n'avaient pas vu. Ouais. Et ce serait ce concept-là que moi j'utiliserais en pratique. Voilà. Stéphane, je t'avais perdu pendant. Ah ouais, c'est bon, je suis là. Ouais, c'est quelque chose que je pense que je te rejoins entièrement sur le fait que justement de mettre des gens qui sont dans un contexte où ils ont leurs petites habitudes et tout ça, de leur changer de contexte. Bon, c'est ce qu'on discutait au début, c'est quelque chose qui amène un nouveau regard sur ce qui se passe. Undercover, c'est vrai que en France en tout cas, sur les chaînes françaises qu'on voit, c'est assez scripté parce qu'à la fin, en gros, c'est toujours des problèmes avec des gens. Je veux dire, le patron a vu les conditions de travail dans un truc, donc il va faire des changements. Mais il y a aussi l'aspect où on va proposer à une des personnes avec qui il a travaillé soit un nouveau poste, soit de leur payer une formation, soit de leur augmenter leur salaire ou des choses comme ça. Il y a un côté un peu il est gentil ce patron et voilà. Mais au-delà de ça, moi c'est un exercice que je vois que je fais assez régulièrement, c'est quand on fait des ateliers ou des tests ou de la recherche, je prends quelqu'un avec moi du management ou du business. Puis je lui dis, tu vas rien faire, tu vas juste regarder, tu te tais, tu dis rien, tu regardes ce qui se passe et il suit le truc et à la fin, souvent ce que j'entends c'est j'aurais jamais pensé que ça se passe comme ça ou ça fait des mois qu'on parle de ça, de ce problème-là, tout le monde nous retourne toujours la même chose et là on vient de découvrir en fait que le problème il est 2 fois plus vaste que ce qu'on pensait, ce genre de choses quoi. Et donc juste avoir il dit rien, il fait rien. Oui. Et il a même des fois, il se dit au début, ouais, mais je vais perdre mon temps, passer 1 heure, 2 heures, 3 heures là. Et puis à la fin, c'est très rare où j'ai entendu ouais, c'était intéressant, mais je me suis fait chier quoi. Pour être honnête, c'est jamais arrivé que j'entende ça. C'est déjà arrivé qu'une personne parte. Bon, ok. Ouais. Mais il y avait assez d'autres pour tous voir en fait qu'il y avait de la valeur là-dedans. Donc sans forcément aller dans l'holacratie, juste ce changement de contexte et de ramener les gens sur voir ce qui se passe sur le terrain quoi. Ça c'est vrai que. Et là je rebondis aussi par rapport aux méthodes agiles, c'est que quand tu fais venir quelqu'un, tu as raison, quand tu fais venir quelqu'un et que tu lui dis voilà, le gars dans sa tête il fait il nous casse les pieds avec ses post-it à coller lui, il nous prend du payroll pour rien ce type, et quand il s'assoit qu'il dit rien, j'ai eu la même expérience que toi. Il n'y a jamais personne qui a critiqué. Jamais. Peut-être quelqu'un qui s'en va parce qu'il a une pseudo-séance à aller où il doit aller voir sa maîtresse, mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, ce que j'ai toujours entendu, c'est j'aurais jamais pensé qu'avec vos méthodes, on arrive aussi vite à ce résultat. Ouais. Et ça, j'ai entendu à chaque fois. Et que ce soit moi ou des jeunes collègues c'est ça à chaque fois la même chose. Et c'est pour ça, c'est ça qu'on doit faire, c'est évangéliser nous dans ce sens-là. Parce que les gens pensent qu'on est des colleurs de post-it ou des faiseurs de bonnes présentations. Mais non de bleu, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est ça, donc c'est à nous de faire ça. Et ce changement de contexte ou de prendre quelqu'un qui n'a pas forcément rien à voir, ou même le plus sceptique des sceptiques,
Ouais. Et là, il y voit. Mais même s'il est malhonnête, il va dire ouais, non, c'était bien. Il s'en va, mais le mec, tu sens que ça l'a énervé parce que tu lui as montré un truc. Ouais. Donc c'est ça qui est positif. Écoute, merci beaucoup pour tous c'était une super discussion. Ça permet vraiment, je pense, de voir une partie quand on vient du domaine du design ou aussi, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui font de la facilitation, ce genre de choses. On n'a pas toujours eu une expérience de comment ça se passe derrière. Il y a un espèce de rideau, voilà. Les gens sont là, mais on ne sait pas toujours comment ça se passe derrière. Tu nous as donné un peu tu as révélé ce qui se passe des fois derrière tout ça, et je pense que c'est intéressant parce que ça permet aussi de réhumaniser. C'est un truc qui est beaucoup revenu dans notre conversation. Ça a permis de réhumaniser aussi un peu les gens avec qui on travaille, comment ça se passe dans les entreprises. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est important. On a besoin d'être humble. J'aime bien cette idée d'humilité par rapport à ce qu'on croit. Et on a souvent des croyances par rapport aux gens avec qui on travaille. Et c'est un aspect, je pense que je ressens énormément dans la conversation qui est vachement ressorti. Je sais pas si toi, tu as quelque chose sur lequel tu veux conclure. Non, alors moi ce que j'aimerais bien faire dans la continuité de notre discussion d'aujourd'hui, c'est deux choses. C'est premièrement qu'on puisse peut-être échanger avec d'autres personnes en live. Ça pourrait être cool. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on pourrait rediscuter sur une méthode particulière. Et que c'est égal laquelle, et puis qu'on soit peut-être un ou deux ou trois pas du même avis, parce que ce sera beaucoup plus drôle. Donc un pro design thinking, un pro service design et un pro je ne sais pas quoi, à part Scrum, il n'y a rien d'autre dans la vie. Et puis qu'on ait une espèce un débat rigolo sur ça. Ça, je pense que ce serait cool pour avancer notre communauté, quoi. C'est ça, ce serait ça les deux trucs que je trouverais cool. Ouais, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Stéphane. Et merci à toi. Et puis, alors, tout bon. Beaucoup de succès à tout le monde. Hein, et puis, bah, ouais, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.